L'articulation acromio-claviculaire est souvent l'articulation oubliée lors des examens d'épaule. Pour autant, elle est dans certains cas, c'est vrai relativement rare par rapport à la pathologie tendineuse, la source des douleurs alléguées par les patients. Les cliniciens nous le disent, cette articulation est particulièrement facile d'accès à l'examen clinique et même souvent, les patients la montrent pour localiser leur douleur, rendant le diagnostic d'une arthropathie douloureuse souvent assez facile cliniquement. Les cliniciens pourront le confirmer par la manœuvre du cross-arm test, manœuvre passive consistant à amener la main du côté douloureux vers l'épaule contralatérale en passif pour réveiller sous le pouce de l'opérateur une douleur localisée sur l'articulation. Qu'en est-il de l'anatomie de cette articulation ? Elle est en fait à la fois simple et compliquée. Simple parce que l'articulation est relativement plane, compliquée parce que l'articulation est orientée très obliquement avec une facette claviculaire orientée vers le bas et vers le dehors et une facette acromiale orientée vers le haut et le dedans. Il y a une particularité qu'on connaît bien en traumatologie sur les clichés dédiés à cette articulation. Il existe un décalage supérieur avec des couvertures atteignant parfois 50% de la surface claviculaire, ce qui rend l'analyse du bord supérieur de l'articulation très aléatoire, et c'est bien l'alignement des cortex inférieurs que l'on vérifiera en traumatologie. On sort un peu du sujet, mais comme dans 20% des cas, le décalage peut également s'exprimer inférieurement à l'état normal, eh bien, ce sera tout l'intérêt des clichés comparatifs. Une vidéo dédiée à cette traumatologie, extraite de notre parcours dédié à la traumatologie du membre supérieur, vous sera fournie un peu plus loin dans ce module. Mais revenons à nos moutons et à l'anatomie utile en IRM. Cette articulation est stabilisée par des ligaments qui sont dans la capsule, des renforcements capsulaires qui sont souvent supérieurs en particulier supérieur, car c'est bien lui qui va éviter la tendance à la subluxation supérieure de la clavicule. Il existe des ligaments inférieurs un peu moins puissants. En plus de ces ligaments acromioclaviculaires, existent un peu à distance des ligaments coracoclaviculaires, portant le nom de ligaments conoïdes pour le plus vertical et trapézoïdes pour l'autre. Ceci importe en fait relativement peu. L'ensemble, on l'a dit, va donc stabiliser cette articulation et éviter la luxation claviculaire qui se fait dans la grande majorité vers le haut. Alors cette traumatologie, parlons-en brièvement, ça n'est pas véritablement le sujet en IRM en France en tout cas. Il y a quelques publications, souvent contradictoires, qui décrivent l'aspect des souffrances traumatiques avec souffrances capsulaires autour des ligaments acromioclaviculaires, mais également un peu à distance au sein des ligaments coracoclaviculaires. Et l'on citera par exemple l'article de Marie Faruch-Bielfeld et Nicolas Sens, sorti en 2017 dans European Radiology. En fait, la place de l'IRM est relativement faible dans la prise en charge de ces traumatismes aigus parce que nos chirurgiens savent faire, cliniquement et sur les radiographies, pour distinguer la lésion de type 1 avec entorse acromioclaviculaire simple, la lésion de type 2 avec rupture des ligaments acromioclaviculaires menant à un tiroir léger sans touche de piano cliniquement, tandis que dans les lésions de grade 3, il y a bien une disjonction du fait de la rupture associée des ligaments coracoclaviculaires. Alors aux États-Unis, où l'on a l'IRM facile, eh bien certaines personnes ont corrélé cette analyse clinico-radiographique avec les données d'une IRM qui était faite à chaud et aux urgences pour montrer parfois certaines discordances, comme si l'IRM permettait de mieux classer et de mieux distinguer notamment les grades 2 et les grades 3. En France, ça n'est pas véritablement notre pratique et l'on sait faire sans. En revanche, un radiologue pourra être confronté à ces lésions souvent quelques semaines après un traumatisme indéterminé de l'épaule pour faire une analyse d'une épaule qui reste douloureuse et il faudra savoir à ce moment-là détecter des lésions des ligaments coracoclaviculaires. Il faudra savoir essayer de les grader et il faudra surtout savoir détecter une lésion coracoclaviculaire et reconnaître des modifications de signal dans cet environnement supracoracoïdien. Voici maintenant un exemple d'une entorse acromioclaviculaire semi-récente. Patient rugbyman tombé sur le moignon de l'épaule. Il reste douloureux un certain
tant au décours du traumatisme, et l'IRM est réalisée. Était-elle véritablement nécessaire pour affirmer la lésion acromioclaviculaire? Probablement pas, parce que cliniquement on s'en sortait. Probablement que cet examen était fait pour chercher d'éventuelles lésions associées. Beaucoup plus intéressante est la pathologie chronique et notamment l'arthrose acromioclaviculaire. Elle peut résulter de ces traumatismes directs sur le moignon de l'épaule. Elle peut aussi résulter d'une dégénérescence articulaire. Et autant le dire tout de suite, cette articulation acromioclaviculaire vit probablement d'intenses contraintes et tôt dans la vie, les microtraumatismes générant des modifications dégénératives extrêmement tôt. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans un tableau à venir. En fait, l'enjeu de la détection d'une véritable souffrance acromioclaviculaire est important. Il faut savoir identifier cette souffrance articulaire, même parfois chez des sujets relativement jeunes, parce que, à l'égal du biceps, finalement, on peut faire le parallèle. Eh bien, le traitement est en fait assez simple par les chirurgiens. On opère, on résèque l'extrémité distale et l'épiphyse claviculaire. Il n'y a donc plus de frottement douloureux entre les deux surfaces et le traitement et l'efficacité est donc relativement immédiate. À nous donc d'être bons pour détecter cette souffrance articulaire, et l'est-on en imagerie? Eh bien, malheureusement, nous allons le voir, pas vraiment. On ne l'est pas en échographie, il suffit de lire les travaux de Guy Rich par exemple sur ce sujet, et on ne l'est pas véritablement en IRM. La sémiologie d'une arthrose à ce niveau, elle est en fait la même que partout ailleurs: pincement articulaire, ostéophytes quand on les voit en IRM, hypertrophie des berges, irrégularité des berges, œdème et géote sous-chondrale. Ainsi, voilà à quoi cela va ressembler. On a bien du liquide articulaire, un espèce d'engrainement des surfaces osseuses, un pincement articulaire, une production osseuse ici relativement faible, mais par contre des microgéotes sous-chondrales et un œdème périphérique, ceci s'inscrivant dans le cadre d'une rupture de coiffe chez un sujet manifestement relativement âgé. Alors tout le problème avec cette articulation acromioclaviculaire, on l'a déjà évoqué, c'est que ces modifications arthrosiques, elles sont en fait extrêmement fréquentes dans la population asymptomatique. Si l'on prend l'exemple d'un sujet, lui, jeune et symptomatique, il a probablement subi des traumatismes dans le passé, il montre précisément cette région acromioclaviculaire comme étant le siège de sa douleur, le cross-arm test clinique est positif, eh bien on se convainc que cet aspect est bien responsable de ces symptômes. Mais le problème, c'est que quand on regarde cet autre patient qui, lui, vient pour un surmenage articulaire à la natation, il est jeune, il a 40 ans, eh bien on trouve aussi des modifications dégénératives acromioclaviculaires. On l'examine, on appuie sur cette articulation, on fait le cross-arm test. Il n'est absolument pas symptomatique sur cette zone-là. Cette articulation n'est donc pas douloureuse. Pour illustrer la prévalence de cette arthrose chez des sujets pourtant asymptomatiques et même jeunes, eh bien, on en trouve sur la base au moins d'un épaississement capsulaire chez 70% des sujets de moins de 30 ans, dans cette étude menée par Shubin. Et l'on en trouve tout autant chez le sujet de plus de 30 ans, 42 ans d'âge moyen, c'est quand même relativement jeune, et même des formes sévères avec de francs ostéophytes et avec un pincement articulaire et un aspect dégénératif particulièrement marqué. Les modifications sont bien corrélées à l'âge du patient, c'est vrai, mais ce que l'on va retenir ici, c'est leur prévalence majeure, et ce de façon asymptomatique, quelle que soit la classe d'âge. Alors comment va-t-on distinguer les gens asymptomatiques des gens symptomatiques? Eh bien c'est l'étude suivante menée par Shubin qui avait oublié ici, dans cette étude, d'intégrer l'œdème. Et pour Shubin, l'œdème est devenu, dans une autre publication en 2006, le critère majeur pour distinguer l'arthrose symptomatique de l'arthrose non symptomatique. Et il faut le dire aussi, toutes les études disponibles dans la littérature ne sont pas concordantes avec cette constatation. Il y en a une qui est concordante, c'est celle de Jordan, et qui considère qu'un peu d'œdème dans la clavicule distale est un argument important et est prédictif de la présence d'une douleur acromioclaviculaire, même si la sensibilité de ce signe est très nettement plus faible que celle alléguée par Shubin. Si l'on regarde
D'autres études en revanche, eh bien, il n'y a pas de corrélation entre l'œdème et la présence de douleurs, l'œdème claviculaire se rencontrant même chez 12% des sujets asymptomatiques. Enfin, une dernière étude menée par Cho plus récemment montrait que l'œdème était en fait bien présent chez les gens asymptomatiques, qu'il était assez peu présent chez les sujets symptomatiques. Et pour cet auteur, finalement, seule une distension capsulaire supérieure était utile pour discriminer ces deux groupes. Au total, on retiendra bien que l'arthrose est très fréquente chez le sujet asymptomatique et qu'il y a en fait assez peu de critères utiles pour faire la distinction avec le sujet réellement symptomatique, l'œdème qui plaît à l'esprit n'étant pas toujours très utile pour nous aider dans cette distinction. Alors comment procéder ? Eh bien tout simplement en étant prudent, en décrivant ces modifications dégénératives et en évitant de conclure sur la présence d'une douleur, sauf à avoir le patient sous la main et à corréler au contexte. Y a-t-il eu un traumatisme récent bien entendu ? Et y a-t-il, quand on examine un patient, et nous radiologues savons le faire, par la palpation de l'articulation, par le cross-arm test, eh bien on peut attribuer ou non dans son compte-rendu l'image aux douleurs, et ceci fonctionne tout aussi bien qu'en échographie. Enfin, une corrélation à l'âge peut être intéressant. C'est sûr que de voir un œdème comme ça à 20 ans retiendra notre attention, mais le voir cet aspect à 80 le rendra nettement moins. Enfin, et pour conclure, c'est un peu triste à dire, mais la meilleure contribution de l'imagerie au diagnostic d'une arthropathie douloureuse, eh bien, elle est possiblement là, et nous l'affections particulièrement, c'est le test infiltratif sous radio ou sous écho. On injecte de la cortisone dans une articulation suspecte d'être douloureuse, et on voit ce qui se passe. Si le patient n'est pas satisfait, c'est que ces modifications ne sont pas symptomatiques. Si le patient est ravi, eh bien, ceci prouve la contribution de l'articulation aux douleurs, mais surtout sera prédictif d'un éventuel résultat opératoire en cas de chirurgie consécutive. Nous terminerons ce chapitre des articulations acromioclaviculaires par deux petites diapositives sur des cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est celui du kyste acromioclaviculaire, bien documenté dans un article de Cooper dont nous avons extrait ces images. La plupart des kystes supra-acromioclaviculaires, comme on en rencontre parfois, sont en fait le fait d'une fuite de liquide articulaire dans un contexte souvent de rupture de coiffe extensive qui va par abrasion de l'acromion, par ascension de la tête et par abrasion de l'acromion et abrasion de la capsule articulaire inférieure, permettre au liquide articulaire de suinter dans l'articulation pour fuir dans des espaces de moindre pression au sein de la peau apicale du moignon de l'épaule. En arthrographie, on connaît bien ce signe sous forme du signe du geyser. Le liquide articulaire va monter et partir comme un geyser verticalement à travers l'articulation. La sanction de ce kyste supra-acromioclaviculaire sera bien la chirurgie. Malheureusement, il est classique que la récidive soit fréquente. La deuxième petite entité connexe à l'articulation acromioclaviculaire à connaître est celle de l'os acromial, plus ou moins mobile. C'est un os accessoire par défaut de fusion avec l'épine de la scapula. La seconde entité connexe à l'articulation acromioclaviculaire que nous aimerions évoquer, c'est l'os acromial, de découverte fortuite et relativement fréquente. C'est un os accessoire par défaut de fusion avec l'épine de la scapula. Il existe une micromobilité possible qui génère parfois un peu d'œdème. La pathogénicité de cette image et sa responsabilité dans des douleurs cliniques est en fait relativement controversée. Nous avons interviewé un certain nombre de chirurgiens. Certaines personnes avec une très grande expérience nous affirment que cet os acromial n'est jamais responsable de symptômes et ne fera jamais l'objet d'une chirurgie ciblée. D'autres chirurgiens nous disent que dans certains cas, cette micromobilité peut être à l'origine de douleurs. Ceci peut faire l'objet d'une infiltration test dont nous n'avons qu'une très faible expérience. Et in fine, quand le test est positif, d'une chirurgie avec débridement des berges et voire une fixation. Nous nous en remettons là à l'expérience de chacun des participants pour nous dire s'ils ont déjà rencontré des cas intéressants à ce niveau. Le premier point fort à retenir est qu'en cas de traumatisme récent ou semi-récent, des modifications capsulaires et ligamentaires sont parfaitement identifiables en IRM. Le second point fort à retenir est que des modifications dégénératives de cette articulation sont en fait précoces et très fréquentes chez l'adulte. Elles restent banales dans l'immense majorité des cas. Le troisième point fort à retenir est que les signes sémiologiques ont une valeur controversée, en particulier l'œdème, pour différencier
arthrose symptomatique et arthrose non symptomatique. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à l'anatomie utile et à l'anatomie IRM de l'articulation gléno-humérale. Je vous remercie de votre attention.